Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite. Alors je voulais commencer ce pot pourri en parlant des essais que j'ai faits, les DS3 Crossback E-Tense et de la i208. En fait, ces essais, je les fais pour choisir un véhicule de fonction. L'idée, c'était d'avoir une voiture de fonction qui soit à 100% électrique. Précédemment, j'ai eu des grands Scénic, Kadjar, et là, j'arrive dans une nouvelle société et je leur ai demandé si c'était possible de passer entièrement à l'électrique. L'idée, c'est que je reste dans un budget qui soit raisonnable, pas besoin de mettre cher dans une voiture de fonction, et du coup, je voulais aussi avoir une voiture française, parce que là je suis dans une société française, et quand on met tous ces critères-là, le choix devient assez restreint. J'ai mis de côté la e-Niro parce qu'elle est trop chère dans la version grande autonomie, pareil pour la Kona, et j'ai mis de côté la Ioniq parce qu'elle me plaît pas bien, j'ai l'impression qu'elle est devenue moins bien que ce qu'elle était dans la première version 28 kWh. Et en plus, celles-là sont pas françaises et ça me plairait bien d'avoir une voiture française. Je n'ai pas essayé la Zoé. En revanche, j'ai quand même demandé un devis et je me suis dit que si jamais le devis était intéressant, après je serais amené éventuellement à faire un essai et pourquoi pas basculer à la Zoé. Pourquoi j'étais pas plus motivé que ça à l'idée que la Zoé, c'est parce qu'on en a eu une pendant 6 mois, c'était la première version de la Zoé, et il se trouve qu'on n'a jamais été capable de la recharger sur une prise électrique standard. Toutes les prises où on a essayé, ça n'a pas fonctionné, et en plus, même sur des bornes, par temps froid, la recharge a été un peu capricieuse et on s'est retrouvé en difficulté certaines fois. Donc voilà, pour ça je suis refroidi par rapport à Zoé. Peut-être qu'ils ont fait des progrès, même sûrement, mais j'ai pas envie d'être celui qui le vérifiera. Et l'autre chose, je vous ai dit, j'ai demandé un devis et je me suis dit bon, si le devis est convaincant, pourquoi pas essayer. Et je crois que vous n'allez pas le croire. J'ai demandé un devis pour une Renault Zoé Intense 50 kWh, donc la dernière version. Je l'ai demandé en location longue durée avec les paramètres suivants: 70 000 km parcourus en 36 mois, donc en 3 ans. Quand j'ai fait cette demande, le premier devis qui m'a été communiqué par le garage Renault, c'était de 805 € par mois. Je suis tombé de ma chaise, mais complètement, je m'attendais pas du tout à ce montant-là, pour ces paramètres-là. Je suis revenu par email en leur disant, c'est quand même bizarre, même une Tesla Model 3 en location longue durée, pour les mêmes paramètres, on arrive à l'avoir à 690 € par mois. Donc je comprends pas, est-ce qu'il n'y a pas un bug? À cela, le conseiller Renault m'envoie un mail, il me répond, il me dit voilà une nouvelle offre plus avantageuse. Et là, pour la Intense, il est passé à 650 € par mois de location longue durée pour une Zoé. Donc je rappelle, pour la Model 3, c'était 690 à peu près. Donc je n'ai pas répondu à son dernier email. Je me suis dit qu'il soit il se fichait de moi, soit il n'avait pas conscience des mails qu'il envoie. On n'envoie pas une offre de Zoé à ce montant-là. Je trouve ça complètement déplacé. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et j'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Mais du coup, j'ai passé mon chemin et je suis pas revenu voir si la Zoé pouvait le faire pour moi. Et l'autre critère qui m'avait aussi fait préférer la i208 et la DS3 Crossback, c'était le fait d'avoir la recharge à 100 kW pour ces deux modèles de PSA. Alors après, je sais pas si il sera effectivement possible d'aller jusqu'à 100 kW et si la vitesse de charge moyenne sera vraiment performante. Mais bon, voilà, ça, je me suis dit que ce serait sûrement parier un peu plus vers l'avenir. Donc j'ai essayé la DS3 Crossback il y a déjà quelques temps, je vous ai donné mon retour, ça me plaisait bien, de l'habitabilité, après c'est vrai que ça paraissait quand même un peu cher, mais voilà, pourquoi pas. J'ai ensuite essayé la i208, côté habitabilité c'est un peu moins bien que la DS3 Crossback. Au final, la 208 reste quand même chère par rapport à ce que c'est, une petite voiture. Mais quand on regarde ce qui se fait en électrique, on se dit pourquoi pas. La voiture peut-être la plus proche
qui aurait pu rentrer un peu en compétition, c'est la Nissan Leaf dans la version 40. C'est un véhicule que j'aurais pu choisir, mais la seule chose qui fait que je le prends pas, c'est qu'il a le port de charge CHAdeMO. Alors c'est vrai que c'est Nissan, donc on pourrait jouer le fait que ce soit un groupe franco-japonais, mais voilà, le port de charge CHAdeMO pour moi c'est rédhibitoire. Si on veut pouvoir utiliser le réseau Ionity, il faut du CCS. Et donc voilà, c'est pour ça que la Nissan Leaf pour moi c'était pas non plus possible. Donc voilà, je suis arrivé à la situation où je vais devoir choisir entre les deux. Je pense que la DS3 Crossback risque d'être un peu chère, mais je vous donne rendez-vous dans peu de temps pour vous confirmer quel aura été le choix. Et ce choix a été un peu bousculé par un sujet d'actualité. J'en parlais en vidéo, le fait que le bonus soit revu à la baisse, et notamment pour les entreprises, qui va passer de 6 000 à 3 000 euros. Donc c'est aussi pour ça que je voulais aller vite et passer la commande et faire gagner de l'argent à mon entreprise. Donc je vous en ai parlé de cette baisse du bonus. Faites attention. Après, il s'agit pas non plus d'acheter vite un bonus parce que c'est un bonus. Faut être sûr que le véhicule qu'on choisit fera tout ce dont on a besoin. Donc pour revenir sur le sujet du choix de la voiture entre i208 et DS3 Crossback, c'est vrai qu'on peut regretter le fait que le commercial côté Peugeot n'avait vraiment pas les infos qu'il fallait. Faut vraiment qu'ils se mettent à jour, qu'ils remontent la pente. Parce que si ils portent ce même genre de discours à des gens qui n'y connaissent rien en électrique, à la fin on aura beaucoup de gens déçus, beaucoup de gens qui témoigneront en disant je suis passé à l'électrique et c'est pourri, c'est de la merde, je peux pas me charger, je peux pas aller loin, je pensais que je pourrais faire plein de voyages et finalement je peux pas. Donc voilà, faut vraiment qu'ils se mettent vite au niveau et qu'ils soient capables de porter le bon niveau d'information aux gens. Côté DS, j'avais eu l'agréable surprise d'avoir quelqu'un en face de moi qui comprenait déjà beaucoup plus ce que c'était que l'électrique, et c'est vraiment appréciable. Les parcours que j'imagine avec cette voiture, ce sera des trajets du quotidien, donc aller entre Paris-Vieille-Poste, Dourdan, c'est environ 90 km par jour, ce genre de trajet. Aller peut-être de temps en temps en région parisienne, à Paris, et ponctuellement aller en province, peut-être de l'ordre de 300 km par rapport à ici. Donc je pense que ce genre de voiture ça va suffire, d'autant plus que je pense que 95% du temps je serai seul. Peut-être que de temps en temps il y a un collègue ou un client qui pourra m'accompagner sur le siège passager, et qu'il n'y aura quasiment jamais personne à l'arrière. Donc dans ce contexte-là, ça peut le faire. Mais je veux quand même alerter sur le fait que ce ne sera pas quelque part ma voiture principale. Si je pars en vacances loin, je ne l'utiliserai pas. Il faut bien garder en tête que si vous achetez un véhicule de ce type-là, que ce soit DS3 Crossback ou i208, il y aura des limitations en ce qui concerne les longs trajets. Si vous allez sur des trajets où vous n'avez pas de borne Ionity, va falloir vous attendre à tomber sur des bornes Sodetrail Easyvia, où vous devrez éventuellement faire la queue parce qu'il n'y aura qu'une seule borne à chaque fois, ou alors que ce sera assez lent et que vous devrez avoir des pauses allongées. Donc faut que vous y soyez prêts. Aujourd'hui, j'imagine pas une i208 ou une DS3 Crossback pour tout le monde. J'imagine pas dire à quelqu'un prends-la, de toute façon tu verras, ça marche. Pour quelqu'un qui est vraiment uniquement sur des trajets en agglomération, ok, pourquoi pas, ça peut le faire très 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 bien. Mais dès que quelqu'un me dira tiens, je vais régulièrement à la campagne et sur le chemin sur lequel je vais, je n'ai pas de Ionity, je lui dirais fais attention et ne fais pas le mauvais choix. Dans le cas d'une Tesla, je ne ferai pas le même commentaire, je pense. Je voulais aussi revenir sur la vidéo changement pneu été, pneu hiver. Comme je l'expliquais dans la vidéo, j'ai choisi les Michelin, pas tant parce que je pensais qu'ils étaient les meilleurs, mais plus parce que c'était une marque française et qu'ils sont un peu en difficulté. Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être la bonne chose à faire sur le moment.
Avec les pilotes Alpin 5, j'ai l'impression que la voiture est devenue un peu plus silencieuse au niveau des bruits de roulement par rapport aux pneus d'origine. Après, c'est vraiment juste une impression et c'est difficile de quantifier. J'ai pas fait de mesure de ce côté-là. La mesure que j'ai fait, c'est une mesure de conso où je vois que du coup là, j'ai 3,5% de conso en plus. Donc vraiment pas grand-chose, mais c'est normal de ce que je comprends. Avec la consistance des pneus hiver, on doit consommer toujours un petit peu plus. Si jamais ça avait été l'inverse, si je consommais moins avec les pilotes Alpin 5, je me serais posé quelques questions. Pour rappel, les essais, je les ai faits à la même température. Je me suis mis en mode autopilote pour que ce soit très reproductible, d'avoir deux conduites qui seront strictement identiques. J'ai aussi fait la pression des pneus pour que ce soit exactement pareil. Donc je pense qu'on peut s'y fier, on a 3,5% à plus ou moins peut-être 0,5% près, mais l'ordre de grandeur est bien là. Et une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi avoir choisi des pneus hiver et pas simplement prendre des pneus 4 saisons. De ce que je comprends, les pneus 4 saisons sont moins bien que les pneus été pendant l'été et moins bien que les pneus hiver pendant l'hiver. Donc voilà, c'était pas tellement de mon intérêt. Le but, c'était d'avoir une voiture qui freine le plus efficacement possible, qui tienne le mieux possible la route à tout moment de l'année. Donc voilà, je vais alterner régulièrement. Dans un premier temps, je vais alterner sur un jeu de jantes et l'idée, un peu plus tard, ce sera de passer à une jante été, qui sera sûrement une jante 19 pouces de chez Tesla, et une jante hiver qui sera la 18 pouces aéro d'origine sur lesquelles je monterai de manière permanente les pneus hiver. Donc c'est comme ça que j'imagine le faire. Alors c'est pas indispensable de faire comme ça, je le sais parfaitement. Je le sais que 90% des gens en région parisienne n'utilisent pas les pneus hiver, n'alternent pas les pneus et que bon voilà, ils font pas d'accident pour autant. Mais bon voilà, l'idée c'est d'optimiser le critère sécurité, sérénité, tant que c'est possible, tant qu'économiquement ça passe bien pour moi. Et c'est aussi dans le même esprit que j'avais pris la 4 roues motrices. C'était pour voilà encore plus de sérénité, même si encore une fois une 4 roues motrices en région parisienne, 99% du temps ça sert à rien. Sur la prestation de Euromaster, je pourrais pas dire grand chose dans le sens où ils ont été très sympas, ça s'est très bien passé. Vous le voyez pas dans la vidéo, mais il y a bien une séquence où il positionne ses pads en caoutchouc pour ne pas abîmer la batterie. Il est bien conscient de ça. On en avait parlé auparavant, donc super. Je sais qu'il y a eu des commentaires sur sur la propreté de l'atelier, sur certaines choses qui ont pu être observées. De mon côté, bon voilà, j'ai pas cet œil expert et pour mon œil néophyte, ça s'est très bien passé. Pour passer à l'actualité, un sujet qui a beaucoup animé le web, c'est le Cybertruck. Donc ces dernières semaines, j'ai pas envoyé de vidéo parce que j'avais un gros mal de dos et là je l'ai toujours, mais un peu moins. Et je risque de ne pas envoyer de vidéo avant encore quelques semaines. Mais voilà, je vais peut-être à un moment donné me permettre de faire juste une petite vidéo sympa sur le Cybertruck. C'est un véhicule qui va pas du tout correspondre à mon usage, ça c'est clair. Mais je trouve qu'ils ont fait fort. Déjà sur le prix, de mettre un véhicule de ce type-là à ce prix-là, c'était vraiment inattendu. Après, sur le look, c'est vrai que c'est très différent de tout ce qui existe aujourd'hui. Après, c'est un peu comme la Model 3. Hein. Il y a des gens qui l'adorent et les gens qui détestent. Bon, voilà, je pense que c'est pas un mal d'être clivant dans ce domaine-là. Dans les autres actualités, on a eu l'information du prix qu'on aura à payer chaque année pour conserver la connectivité premium sur la Tesla Model 3. Donc Elon Musk avait déjà annoncé il y a très longtemps que ce serait autour de la centaine de dollars par an. Et là, il a été confirmé pour les premiers acquéreurs de Model 3 ou de Tesla en général, qu'ils auront à payer 10 dollars par mois pour continuer à bénéficier de la connectivité premium. Ça veut dire avoir accès à Spotify, avoir accès au mode karaoké, avoir accès aux mises à jour, le tout via la puce cellulaire qui est dans la voiture. Et en plus, d'avoir aussi accès à la carte
en mode vue satellite, vue dessus satellite. Alors il faut savoir que même si on n'a pas cette connectivité premium, à partir du moment où on sera capable de connecter la voiture sur un hotspot Wi-Fi, donc ça peut être via son propre téléphone ou via un petit dongle Wi-Fi, on sera capable de retrouver toutes ces fonctions-là, à l'exception de la vue satellite, qui restera exclusive à ceux qui utilisent la connectivité premium. Donc 10$ par mois, c'est pas grand chose. Je pense que ça me dérangerait pas de les payer. Je vérifierai quand même si j'arrive à utiliser un hotspot Wi-Fi de manière fiable et simple. Et si c'est pas le cas, quand viendra le premier anniversaire de la Model 3, on paiera 10$ par mois. Enfin, 10$ par mois, je pense que ça va vite se convertir en Europe en 10€ par mois. Donc sûrement un peu plus que 10$. Et dernier sujet dont je voulais parler, c'était les superchargeurs. J'ai vu quelques messages s'échanger sur Twitter et de manière générale sur Internet au sujet des superchargeurs de Tesla, le fait que en période de Thanksgiving aux US, il y ait des files d'attente derrière certains superchargeurs. Déjà, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas valable pour tous les superchargeurs, c'est très limité, c'est particulièrement vrai à Thanksgiving où tout le monde part sur les routes. Bon, après ça me fait rire d'avoir ce genre de commentaires quand on est en plein mois de juillet-août et que des gens s'enquillent sur des embouteillages en heures sur l'autoroute parce qu'ils partent tous en même temps. Bon, bah voilà, il n'y a pas plus de commentaires que ça. On a l'habitude, c'est comme ça. On sait qu'il y a des goulots d'étranglement. Là, il faut savoir qu'aux US, Tesla déploie son réseau de superchargeurs à très très grande vitesse. Il y en a tout le temps des nouveaux. Et en plus, avec la nouvelle version à 250 kW. Donc ils ne chôment vraiment pas. Donc voilà, faire le procès à Tesla sur ce sujet-là, je pense que c'est un peu dommage. Quand j'ai fait le Paris-Marseille, je me rappelle que là où j'ai perdu du temps, c'était pas sur les superchargeurs, hein. C'était quand je suis arrivé au niveau de la Drôme ou par là, que il y avait des embouteillages dans tous les sens, alors que c'était même pas les vacances. Voilà, faut garder en tête que les vraies contraintes qu'on aura au quotidien avec ce genre de voiture, quand on a une Tesla et quand on a le réseau superchargeur, ce sera plus ce qui vient autour que vraiment les superchargeurs. Je garde un œil sur les ouvertures de superchargeurs. J'en ai pas repéré en France. Il y en a quand même pas mal en Europe. Ça s'étale un peu plus vers l'ouest. On a aussi des nouveaux aux Pays-Bas, en Allemagne. Je pense que ça va venir aussi en France. En tout cas, vu le nombre de Tesla Model 3 qui vendent partout en France et en Europe, ils seront obligés de développer de plus en plus leur réseau en France, parce qu'il y a toute une partie de l'Europe qui transite par chez nous. Voilà, ce sera tout pour ce pot pourri du lundi. Je sais pas encore quand j'aurai l'occasion d'en faire un nouveau, parce que comme je vous ai dit, j'ai encore mal au dos. Et si je ne fais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt!